Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de février. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix qui va probablement vous sembler nasale. Je suis malade, j'ai une grosse rhino depuis 5 jours, presque une semaine. Ça a commencé samedi dernier, on est jeudi. Et voilà, je suis allée chez le médecin, j'ai un traitement, tout va bien, je vais me soigner d'ici la fin de la semaine, ça devrait aller mieux. Mais voilà, je vais probablement m'interrompre à de nombreuses reprises pour me moucher, tousser, et partager mes microbes avec personne, puisque je suis seule à l'appart pour l'instant. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis juste un petit peu fatiguée aussi, ça doit se voir à mes yeux, je pense. Et j'ai le nez tout rouge. Mais avec un peu de chance, la luminosité vous épargnera ce détail. Bref, on est parti tout de suite. Je ne sais pas quelle durée va faire cette vidéo. Quelle va être la durée de cette vidéo. C'était pas très français ça, je crois bien. Bref. Parce que j'ai 9 titres. Il y a 9 titres que je voudrais vous parler de 9 titres. Mais il y en a 5 sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Donc, avec un peu de chance, ça ira vite. On commence comme d'habitude par quelques statistiques. En février, j'ai lu 9 livres. Les 9 livres que j'ai lus, je les ai lus en version papier et il y en a 6 que j'ai lus également en version audio. J'ai couplé les deux versions. J'ai lu un total de 3691 pages. En fait, j'ai lu un petit peu plus que ça parce qu'il y a 2 romans que j'ai encore en cours. Ça représente à peu près 131 pages par jour. Ouais, je suis trop contente. Et une note moyenne de 4 étoiles et j'ai intégré 6 nouveaux livres à ma pile à lire. Le premier roman que j'ai lu en février, c'est La guerre des trois rois, le tome 1 de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. C'est du paranormal historique, c'est un roman adulte, une série adulte. J'avais énormément aimé Je suis fille de rage de l'auteur, j'avais apprécié Boudica, un peu moins du roi je serai l'assassin, et celui-ci, donc le tome 1 de la série, c'est le tome 1 du roi je serai l'assassin, c'est le tome 4 de la même série en fait. Mais j'étais suffisamment intéressée par le style de l'auteur et par l'époque qui était abordée pour me plonger dans cette histoire, d'autant que c'est un récit qui est très court. Et en plus, dans l'édition graphique, oui c'est ça, la collection graphique chez ActuSF. Donc ce sont ces livres tout petits, reliés et illustrés. En pleine page en couleur ou sous forme de dessin. Ouais, dessin. J'arrive pas à trouver le mot esquisse, non, c'est pas ça que je cherche, bref, peu importe. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants et ça m'aurait pas dérangé de les suivre pour un petit peu plus longtemps. Il y a une petite chose qui m'a dérangé par rapport à ces personnages, c'est les surnoms qui leur sont attribués. En fait, ils s'appellent pas Henri, Jean, Michel ou machin. Ils s'appellent par des surnoms qui correspondent à une de leurs caractéristiques. Et ouais, c'était pas forcément hyper... C'est pas que c'est pas intéressant, c'était cohérent. Effectivement, chacun portait bien son surnom. Mais j'ai trouvé que ça faisait un peu lourd. Je suppose, cependant, que l'auteur s'est renseigné comme il le fait à chaque fois et que à l'époque, les mercenaires, puisqu'il s'agit d'un groupe de mercenaires, s'invectivaient de cette manière. Pourquoi pas? Un genre de nom de code avant l'heure. J'ai énormément aimé l'atmosphère, je l'ai trouvée excellente, très fidèle à ce que l'auteur a l'habitude de faire, mais on a peu de descriptions, ce qui est logique étant donné le temps qu'on a. Pour passer avec ces personnages, l'auteur se concentre sur autre chose que les descriptions, mais ça m'a un petit peu manqué. Le style de l'auteur, presque parfait, enfin parfait, comme d'habitude. Le petit reproche que j'ai à faire, c'est au niveau de la correction. Il manque certains mots de liaison à un moment donné, donc ça n'a rien à voir avec le style de l'auteur, plus avec l'éditeur pour le coup. Pour l'histoire en elle-même, je vous en ai même pas parlé. Ça se passe en France au XVIe siècle. Les guerres de religion font rage entre Henri III, le duc de Guise, et Henri de Navarre, le protestant. Et en gros, la guerre des trois rois. Voilà. Lequel des trois serait le plus apte à régner, lequel des trois mérite de monter sur le trône, sachant qu'à l'heure actuelle c'est Henri III,
qui est le roi en place. Et donc on va suivre la compagnie du chariot, qui est donc cette fameuse compagnie de mercenaires qui va aider le roi à se cacher et surtout aider le roi à utiliser l'alchimie pour tenter de remporter cette fameuse guerre. C'est l'inclusion de la magie dans un fait historique avec un grand H. Vous savez que j'aime particulièrement ce genre et j'en ai lu beaucoup depuis le début de l'année et je suis ravie. J'adore, je passe de super moments et celui-ci n'a pas échappé à la règle. L'auteur a réussi à capter mon intérêt dès le départ et je pense que on devrait faire lire ces romans à l'école. Vraiment. Parce que évidemment il y a toujours une part de fable, une part d'imaginaire dans ces récits, mais l'auteur reste malgré tout fidèle aux événements historiques. Alors c'est sûr, il n'explique pas de la même façon telle chose, puisqu'il inclut de la magie. Donc à un moment donné, forcément, il va y avoir, pas une incohérence, mais un élément fabuleux dans l'histoire. Mais je trouve que c'est tellement ludique d'apprendre, de découvrir l'histoire avec un grand H sous ce format, que ça mériterait en fait d'être mentionné en cours d'histoire. Et moi j'adore et je sais que je retournerai avec grand plaisir vers les autres titres de l'auteur et vers ce genre plus particulièrement. Il y a quelques petits points de logique qui m'ont embêté, notamment par rapport à la confiance qui est trop facilement accordée à certains personnages, mais en même temps, en si peu de pages, si on veut que les choses avancent, on n'a pas le choix, on est obligé de faire des raccourcis. C'est le format nouvelle qui me plaît un peu moins, je pense. Et ça se vérifie dans mon engouement général pour l'histoire, que j'ai trouvé vraiment excellente, mais trop courte. Il m'en aurait fallu encore un peu. Et les illustrations sont incroyables. Celui-ci, il était dans ma palle des cartes du mois de février pour un titre qui comprenait au moins 4 mots. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Lames du Cardinal de Pierre Pével, l'alchimiste des ombres. J'ai lu un autre roman, puis j'ai lu le tome 3, le Dragon des Arcanes. Je crois que c'est ça, le titre du tome 3. Oui, bravo moi-même. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans mon premier vlog de série sur les Lames du Cardinal. Donc voilà, c'est juste, je vous mentionne que j'ai lu les tomes 2 et 3 des Lames du Cardinal en février. Le roman que j'ai lu entre les tomes 2 et 3 des Lames du Cardinal, c'était The Girl Who Fell Beneath the Sea de H.E. O. C'est une édition Fairyloot et c'est un one-shot. C'est de la fantasy romance young adulte. C'est la réécriture d'un mythe coréen. Oui, c'est ça, d'une légende coréenne. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un personnage principal féminin qui vit dans une ville côtière. Et en fait, cette ville est pas maudite, mais il y a quelque chose qui se passe avec cette ville. En fait, tous les ans, il y a des tempêtes qui ravagent les côtes et qui font beaucoup de morts, tout simplement. Et les habitants estiment que c'est le dieu de la mer qui les punit et que pour apaiser sa colère, ils doivent sacrifier tous les ans une épouse au dieu de la mer et que le jour où ils sacrifieront enfin la vraie épouse du dieu de la mer, ben, sa rage arrêtera de s'abattre sur le village. Sauf que cette année, c'est la fiancée du frère de notre héroïne qui est choisie et elle sent bien que son frère est sur le point de faire une grosse boulette, donc elle embarque sur le même bateau, enfin elle réussit à les rattraper alors qu'ils ont embarqué sur le même bateau, et elle va se sacrifier à la place de la fiancée de son frère. Oui, de la sœur de son frère, ça n'aurait aucun sens. Et elle va donc se retrouver dans un royaume parallèle, un peu à le voyage de Chihiro. Vous savez, on bascule un petit peu. Le royaume est plus ou moins endormi. Elle va découvrir le dieu de la mer à ce moment-là, et elle va être entraînée dans un mystère autour de ce personnage. C'est de la fantasy romance, comme je vous l'ai dit, donc le but de notre héroïne, c'est de faire en sorte que le courroux de ce dieu cesse de s'abattre sur son village, mais ce faisant, elle va tomber amoureuse. Je ne vous dis pas de qui. Voilà, j'ai adoré cette histoire, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. J'ai trouvé que les personnages étaient drôles, attachants, courageux et j'adorerais les retrouver dans une suite parce que concrètement, l'autrice pourrait faire une suite. Alors, l'histoire se termine très très bien telle qu'elle, je veux dire, une suite n'est pas obligatoire, mais il y aurait matière à faire autre chose, donc je serais ravie de lire ce que l'autrice pourrait
pourrait écrire dans cet univers. Petit clin d'œil pour les personnages de Dai et Namgi que j'ai vraiment adoré, je les trouve hilarants. Au-delà de toute la magie qui plane sur cette histoire, je l'ai trouvée vraiment crédible et j'ai adoré la façon dont les croyances populaires étaient liées avec la manière de raconter l'histoire. En fait, l'autrice, je vous l'ai dit, c'est la réécriture d'une légende coréenne et l'autrice écrit son histoire, alors volontairement ou pas, je ne sais pas, mais comme si c'était elle-même une légende. Elle nous parle d'une légende, mais en racontant... Ouais, en fait, c'est une légende dans la légende. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais j'ai adoré. Le style est magnifique. On a des descriptions incroyables, des vêtements, des décors, de la nourriture. Au niveau de l'histoire, j'ai enlevé un petit point à cet endroit-là. C'est d'ailleurs le seul point que j'ai enlevé, il me semble, raison pour laquelle il a eu une si bonne note. C'est parce que l'héroïne va être confrontée à de nombreuses reprises à des épreuves qui lui sont grandement facilitées. On lui facilite énormément la tâche, que ce soit par des gens qu'elle a comme par hasard déjà rencontré dans son passé, tiens mais je te retrouve ici, comment est-ce possible, ou par des gens qu'elle connaît pas du tout et qui lui facilitent quand même vraiment beaucoup la vie. Et j'ai enlevé aussi un tout petit point pour le côté intriguant parce que j'avais envie de savoir, dès le départ j'étais hypée, mais c'était quand même très prévisible. J'ai quand même eu des surprises, mais le but général était quand même assez prévisible. Et la grosse révélation n'a pas vraiment été une surprise. Je n'ai rien à redire par rapport à la logique, l'univers est très bien maîtrisé, c'est féerique, mais en même temps c'est très réel comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai passé un super moment, je vais surveiller l'autrice parce que j'ai envie de voir ce qu'elle va écrire d'autre dans le genre. Il me semble qu'elle a aussi écrit une romance, mais je crois que c'est une romance contemporaine, donc ça m'intéresse un peu moins. Et par contre j'ai aussi très envie de découvrir la légende d'origine, donc je vais essayer de voir si je peux pas me la procurer peut-être en ligne. Ensuite, j'ai lu ce qui est mon coup de cœur, mon roman préféré du mois de février, mon premier coup de cœur de l'année 2023, et donc pour l'instant mon roman préféré de l'année, Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Évidemment, on s'en doutait tous, moi la première, je suis ravie de ne pas avoir été déçue, je lui ai mis des 10 partout, il a obtenu évidemment 5 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Wallace, qui est un avocat pas très sympathique, genre vraiment pas très sympa, qui va mourir. Il va faire une crise cardiaque, il va mourir, voilà. Il se rend pas vraiment compte qu'il est mort jusqu'au jour où une faucheuse va venir le chercher pour l'emmener dans ce salon de thé. Et en fait, cet endroit accueille les âmes comme Wallace afin de leur permettre de faire le deuil de leur vie passée et de passer de l'autre côté vers un monde meilleur, on ne sait pas, mais vraisemblablement un monde meilleur. C'est une cozy fantasy, donc c'est du fantastique en fait, du paranormal, avec de la romance et une romance queer qui plus est, tout comme c'était le cas pour La Maison au milieu de la mer Céruléenne, qui était mon roman préféré de 2021. Je ne sais pas si celui-ci sera mon roman préféré de 2023, on est qu'en février, enfin là on est en mars maintenant, mais vous avez compris. On verra. En tout cas, c'est bien parti parce que c'était phénoménal. Les personnages sont absolument phénoménaux. On a une marge de progression pour Wallace, notre personnage qui au départ est ce fameux avocat complètement déconnecté de la moindre empathie en fait. Il a aucune empathie, il vit sa vie d'homme haut placé et sans se soucier de qui que ce soit. Du moment que son business fonctionne, le reste n'a pas d'importance, sauf que il en oublie l'humanité des gens. La sienne, la première d'ailleurs. Et on a donc, comme je vous l'ai dit, une marge de progression pour ce personnage absolument phénoménal, qu'on voit dès le départ évidemment, et c'est tellement un plaisir de voir ce personnage évoluer et changer au cours de l'histoire. May, qui est la faucheuse qui va le récupérer, est complètement tarée. Hugo, le love interest qui l'accueille au salon de thé, est juste beau. Tout ce que vous pouvez mettre sous ce terme, voilà, il a une belle âme. J'ai adoré ce personnage. Et petit, même gros big up pour Nelson, mon personnage préféré, qui m'a fait mourir de rire du début à la fin.
L'atmosphère est parfaite, on a un mélange d'émotions incroyable, on a de l'humour, de la romance, du suspense, on a même de la peur sous différentes formes. J'ai dû fermer le livre à un moment parce que j'avais presque sursauté tellement j'ai été effrayée. Le style de l'auteur est parfait, lui aussi. Je suis désolée, je vais beaucoup utiliser ce mot, mais à mes yeux, il n'y a rien à redire sur ce livre. On a une diversité de personnages, la représentation est on point, je vais commencer à changer d'expression pour pas... C'est une romance queer, c'est un récit on voice puisque TJ Klune est lui-même queer. On va aborder l'anxiété, le racisme, la religion, tous ces sujets sont traités avec beaucoup de justesse et de délicatesse. Énormément de bienveillance, c'est vraiment le terme que, si je devais utiliser qu'un seul terme pour décrire cette histoire, à part parfaite bien sûr, c'est bienveillante. Et on a quelques easter eggs, donc des petites références à La Maison au milieu de la mer céruléenne, et ça m'a beaucoup fait sourire. Le rythme est génial, on a un début très prometteur, j'ai été accrochée dès le départ. La lecture est super rapide, je l'ai lu en une semaine parce que j'étais en lecture commune dessus avec d'autres personnes. Mais franchement, je pense que j'aurais pu le lire en 2 voire 3 jours. La fin est très 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 belle telle qu'elle est, mais je me serais satisfaite d'une fin différente, je pense. Je n'ai pas été déçue, la fin me convient parfaitement, mais j'ai envisagé une autre fin qui ne m'aurait pas déplu, je pense. Comme je vous l'ai dit, j'ai été accrochée dès le départ et à l'incursion de chaque nouveau personnage, j'étais encore un peu plus investie dans l'histoire. C'est un récit qui se veut très mélancolique également, puisque je vous l'ai dit, le but c'est que Wallace meurt dès le départ, dès le début de l'histoire il meurt. Et l'idée c'est que il va partir, il ne peut pas rester parmi les vivants, il n'est plus vivant. Donc il doit s'en aller. Et malgré cette fatalité, on a l'espoir tout au long de l'histoire, et pourtant ça nous est répété à de nombreuses reprises qu'il n'y a rien, ça peut pas marcher, entre eux c'est pas possible, Wallace ne peut pas rester, il est voué à s'en aller. On n'arrête pas de nous le redire, justement parce qu'il faut pas qu'on l'oublie, parce que sinon à part ça, l'histoire est tellement belle et pleine d'espoir pour plein de raisons, qu'on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Je ne vais pas vous dire, évidemment, si on a eu raison d'espérer, on a toujours raison d'espérer, évidemment. Mais je ne vais pas vous dire comment se termine l'histoire. Je vous l'ai dit, elle se termine d'une certaine façon qui m'a satisfaite. J'aurais apprécié une autre fin également, sans vous dire quelles sont ces 2 fins. Mais la façon dont l'auteur tient son lecteur en haleine, par les sentiments, par les tripes, c'est assez incroyable. Je n'ai lu que 2 romans de cet auteur pour l'instant. Je vais en lire un 3e, je pense. Alors, est-ce que je me le garde pour l'année prochaine? En fait, je pense que le livre de la Fairyloot adulte du mois d'avril, ce sera son nouveau, qui s'appelle In the Lives of Puppets, et je crois que c'est de la sci-fi, science-fiction. Mais je me dis que comme il va sortir en avril, De Saxus devrait le traduire. Mais est-ce qu'ils vont le traduire cette année ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je vais me pencher sur les autres écrits de l'auteur, puisque clairement, même si je n'en ai lu que 2, je pense que je peux affirmer que TJ Klune est un de mes auteurs favoris, puisque les 2 romans que j'ai lus de lui ont été des coups de cœur, mais genre vraiment aucune fausse note. Donc, je vais peut-être attendre d'avoir lu un 3e roman pour vraiment confirmer et affirmer ça. Je sais que les autres choses qu'il a écrites n'ont absolument rien à voir, mais j'ai quand même très très envie de les découvrir. Donc voilà, en tout cas, lisez cette histoire. Alors vraiment, c'est adulte, faites attention, il y a énormément de sujets qui sont abordés, je crois, et j'apprécie énormément ça chez De Saxus, c'est qu'il y a des trigger warnings. Au départ, donc je vais juste vous redonner les avertissements de contenu. Anxiété, arrêt cardio-respiratoire, automutilation, cancer, dépression, meurtre, mort d'un proche, mort d'un animal, suicide. Merci pour les petites jumpscares qui ont participé à la vérification de mon bon fonctionnement cardiovasculaire. Je sais pas, bref, c'était vraiment parfait, tout simplement. Il était dans ma palle des cartes pour une lecture mood read, donc je pouvais choisir ce que je voulais, ce que j'avais envie de lire, et j'avais effectivement très très envie de lire celui-ci. Et je vous l'ai pas dit, mais The Girl Who Fell Beneath the Sea, c'était ma lecture bonus en VO. Et Sous la porte qui chuchote, je l'ai lu en lecture commune, donc avec Diane et Roxane.
J'ai lu également L'Ascension de Camelot, le tome 3, La malédiction d'Excalibur de Kirsten White, en lecture commune avec Roxane. C'est le dernier tome de la trilogie L'Ascension de Camelot, donc comme je vous l'ai dit, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Il était dans ma palle des cartes pour une réécriture du mythe du roi Arthur, mais du point de vue de Guenièvre, sa femme, qui n'est pas vraiment la Guenièvre à laquelle on pense. Et on a enfin les réponses dans ce tome 3, à savoir mais qui est-elle réellement? Si elle n'est pas la Guenièvre à laquelle on pense, qui est-elle réellement? J'adore cette histoire, je vous l'ai déjà dit. C'est donc de la fantasy, young adulte et vraiment young adulte. Donc je dirais pas avant 16 ans, parce qu'on a quand même des passages un peu cracra. Dans ce tome 3, dont je ne vais pas pouvoir vraiment vous parler au niveau du résumé, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais on continue à suivre les aventures de Guenièvre. Et des personnages qui l'accompagnent, Arthur, Lancelot, Mordred, Morgane, Tristan, Iseux et Branguien, puisque l'autrice a également inclus les personnages de cette légende-là, ce que je trouve vraiment très intelligent, très malin. Ça apporte une profondeur en plus au personnage de Guenièvre. On a une très belle évolution du personnage principal depuis le tome 1 jusqu'à ce tome-ci, même si j'ai trouvé que dans celui-là, Guenièvre avait tendance à se plaindre beaucoup. Alors elle a les raisons de se plaindre, hein. Je dis pas, elle n'a pas une vie facile. Mais je trouvais qu'elle était un petit peu trop géniale par rapport au tome précédent. J'ai trouvé que les relations entre les personnages, entre les différents personnages, évoluaient énormément pour certains et n'évoluaient pas du tout pour d'autres, ce qui était dommage, ça a créé un petit déséquilibre. Et par contre, on a des femmes absolument incroyables dans cette histoire. Guenièvre en est un exemple, Branguien en est un exemple. Ça, je peux pas vous le dire parce que c'est un spoiler. Mais on a deux autres personnages secondaires. On a aussi la sœur de Guenièvre à un moment donné qui arrive, qui sont vraiment incroyables. L'autrice aime écrire des femmes fortes. Enfin, femmes fortes. Des femmes qui en ont, quoi. Qui en ont, qui en veulent, qui savent ce qu'elles veulent et qui n'hésitent pas à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elles veulent, que ce soit en mal ou en bien. En l'occurrence, là, je pensais plus à des personnages gentils, donc qui voulaient le bien, non seulement pour elle, mais pour tout le monde. L'atmosphère était très sympa, j'aime beaucoup l'univers, les décors, mais je trouve que c'est parfois un petit peu trop contemplatif, en tout cas au moins dans ce tome 3. Au niveau du style de l'autrice, j'ai pas grand chose à redire, on a quelques répétitions et on a un problème de concordance des temps, mais ça c'est une question de traduction et pas du tout à cause de l'autrice. L'histoire est elle-même un petit peu répétitive. Est-ce que c'est dû au terme employé à plusieurs reprises par l'autrice? Je ne sais pas. Mais je trouve que le rythme est intéressant et on a enfin, je veux dire, c'est la conclusion de la trilogie, donc si on n'avait pas les réponses qu'on attendait, ben quand est-ce qu'on les aurait eues? Mais enfin, ça y est, on les a et on a quelques révélations surprenantes. J'ai été hypée dès le départ, dès le tome 1 et ce tome 3 n'a pas dérogé à la règle. Je suis plongée dans l'histoire vraiment à fond et même les nouveaux personnages m'intéressent. On a une telle complexité dans l'histoire, dans les relations entre les personnages, dans les personnages eux-mêmes. Je trouve que l'autrice a pris beaucoup de risques parce que c'est extrêmement compliqué. Son histoire est très compliquée. Et je suis contente de l'avoir lu en français d'ailleurs, parce que je sais pas si j'aurais réussi, si j'aurais réussi à aller au bout en VO. C'est déjà compliqué en français, alors j'imagine pas en VO. Mais c'est complexe, mais hyper maîtrisé. Je n'ai relevé qu'une légère contradiction sur la fin. J'ai trouvé que la conclusion était sympa. C'est une belle conclusion pour cette trilogie. Mais je pense que je me serais plus satisfaite d'une autre fin. Sans vous dire laquelle pour ne pas vous spoiler, évidemment. Voilà, je pense que j'aurais préféré autre chose. Mais je suis quand même très contente de la façon dont ça se termine. Et pour finir, je ne vais pas vous parler des tomes 1, 2 et 3 des Larmes Rouges de Georgia Caldera, Réminiscence, Déliquescence et Quintessence, puisque vous allez la semaine prochaine avoir un vlog complètement dédié à ma lecture de cette trilogie dont j'ai lu l'intégrale en février. En une semaine, j'ai lu 1500 et quelques pages. Merci à la version audio qui m'a permis d'aller très très vite. Sachez juste que je l'ai adoré. Pas de coup de cœur, mais je l'ai adoré. Et je vous laisse découvrir du coup dans mon vlog de la semaine prochaine ce que j'en ai pensé plus précisément. Je vous mentionne très rapidement les 2 livres que je suis en train de lire et que j'aurais normalement dû lire pour ma palle des cartes de février mais que je n'ai pas eu le temps de lire.
Les larmes rouges, c'était dans ma palle pour une série finie. Et il faisait également partie, le tome 1 faisait également partie de ma liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Rise, le tome 2 de Rule d'Hélène Goodlet. Je crois que c'était pour une fantasy. Je suis page 143, chapitre 11 sur 450 pages à peu près. Ça se lit super vite, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc j'ai lu les presque 150 premières pages très vite, mais je n'ai pas eu le temps de m'y replonger. Et là, j'ai commencé mon premier livre pour le mois de mars, donc je sais pas quand est-ce que je vais réussir à le finir. Je vais essayer. Je pense que je vais essayer de lire ma partie d'hier et d'aujourd'hui, parce que j'ai pas réussi à lire toute ma partie hier sur mon premier roman du mois de mars. Donc je vais essayer de rattraper mon retard sur ma première lecture de mars et ensuite de finir celui-là. Je pense que il y a peut-être moyen que j'y arrive aujourd'hui. Et le dernier, c'était, j'avais pioché une carte Welcome to Hell qui m'obligeait à choisir aléatoirement un livre dans ma bibliothèque en donnant des numéros aux étagères, puis aux livres sur les étagères. Et c'était Violet Made of Thorns qui était sorti. J'ai pas la jaquette, elle est... Voilà. Voilà. Et je l'ai commencé, lui aussi, il y a longtemps. Je suis chapitre 7, page 91. J'ai du mal. L'histoire m'intéresse, hein, mais je sais pas. C'est peut-être la narratrice, parce que je le lis avec la version audio. Et pourtant, celui-ci, c'est pareil, il se lit super vite. C'est écrit hyper gros, il y a beaucoup de marge. Je devrais réussir à le terminer vite. Mais je suis un peu moins enjaillée par ma lecture de celui-là. Mais je n'ai pas d'explication parce que l'histoire me plaît. Donc je ne sais pas. Donc ça, c'est les deux petits... pas vraiment échecs parce que je les ai quand même tous les deux commencés. Mais là, avec ma première lecture du mois de mars, je suis à 3 livres en cours et ça va pas du tout. Donc je vais essayer de rectifier ça le plus vite possible pour être de nouveau à jour. Et vous parler de ces deux titres-là, du coup, à la fin du mois de mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures du mois de février. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!